Oui. Euh, Claire, pardon, il me semble qu'on ne t'entend pas. Excellent webinaire. Merci. Bonjour, bienvenue à tous aux ateliers de l'Institut français. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je me présente très rapidement, je suis Claire Magnac, je suis responsable du pôle collectivité territoriale à l'Institut français. Et vous connaissez surtout mes 3 collègues du pôle qui sont à l'œuvre au quotidien avec nombre d'entre vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire de notre cycle sur les enjeux de l'action extérieure des collectivités territoriales, qui va être consacré à la coopération décentralisée, qui est un point éminemment essentiel de cette action extérieure qui s'initie entre collectivités territoriales françaises et étrangères. Il s'agit d'éclairer ce qu'en 2021 et bientôt en 2022, ce qu'est la coopération décentralisée à cet instant, ses modalités, ses différents acteurs et également ce que peuvent être des projets relevant de ce cadre dans les domaines qui sont les vôtres et sur lesquels vous travaillez. Donc nous sommes pour cela particulièrement heureux d'accueillir et de donner la parole à la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, la DAECT, au sein de la DGM, à travers la voix de sa déléguée, Madame l'ambassadeur Christine Moreau, que nous remercions pour sa présence, et avec également Armelle Guillaumard, qui est en charge des sujets concernant la culture. La DESCT n'est pas venue seule puisqu'elle a convié plusieurs collectivités territoriales françaises qu'elle va vous présenter pour vous livrer également des exemples de développement éclairants et inspirants sur ce très riche sujet. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat qui est accessible dans la barre d'outils en bas, à droite, je crois. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil des interventions et je pense qu'on attendra peut-être la fin de chaque séquence pour les aborder. On risquera peut-être d'être amené à être un peu sélectif car nous sommes tenus de respecter assez drastiquement l'horaire du webinaire, notamment certains intervenants ayant des impératifs d'aéroport, je crois. Mais le fil ne sera pas rompu à l'issue du webinaire et les discussions et les approfondissements pourront bien sûr se poursuivre par ailleurs. Voilà, donc je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Madame l'ambassadeur. Il y a un petit souci technique. J'ai l'impression que Christine Moreau n'a pas son micro allumé. Ça y est, voilà. Ça marche plus. On vous entend? C'est-à-dire que Allô? On vous entend, Madame Moreau, oui. Ah, c'est bon. Ah, bon, alors tant mieux. Très bien. Désolée, la caméra ne marche pas et le micro, le signal, c'est un petit peu aléatoire. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci à l'Institut français pour son invitation. Et merci surtout pour la série de webinaires que vous avez organisés avec nos postes, les alliances françaises et aussi les collectivités territoriales, bien sûr. C'est très utile parce que ça permet une meilleure connaissance de réseaux qui sont bien vivants chacun dans leur coin, mais qui trop souvent se connaissent mal. Donc, votre démarche favorise les futures synergies et j'en suis très heureuse. C'est pleinement dans l'esprit de la politique de coopération du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui elle-même correspond à une évolution. C'est-à-dire que face à des objectifs qui sont pressants, parfois urgents, et qui requièrent surtout des expertises diversifiées, l'approche multi-acteurs et les partenariats sont une solution à privilégier. De même que l'approche d'ailleurs à partir des expériences des autres. Je ne doute pas que de nombreuses initiatives d'animation culturelle verront le jour suite à votre démarche,
Après tout, on me dit que 70% de la culture est financée par les collectivités territoriales françaises qui soutiennent un tissu culturel. Alors, quelle est la place dans ce contexte de la coopération décentralisée? D'abord, je voudrais préciser que c'est une coopération de territoire à territoire au service des politiques publiques que mettent en œuvre les partenaires. Pour ceux qui seraient peu familiers de la notion, nous avons publié l'an dernier un guide opérationnel de la coopération décentralisée qui est téléchargeable à partir du site diplomatie.gouv.fr dans la rubrique Action extérieure des collectivités territoriales. Alors, la coopération décentralisée est appliquée au domaine de la culture et du patrimoine, où les collectivités territoriales ont des compétences qu'elles partagent avec l'État, notamment dans les arts visuels, les arts performatifs et la gestion des musées régionaux, départementaux ou municipaux, qui sont souvent de véritables outils d'attractivité des territoires. Les projets de coopération décentralisée culturelle peuvent ainsi être mis au service de l'attractivité touristique, économique, je pense en particulier aux industries culturelles et créatives, au service de l'inclusion des jeunes, des femmes, au service aussi du développement local durable. Ces objectifs constituent une plus-value pour les collectivités territoriales françaises elles-mêmes et pas simplement pour leurs partenaires étrangers, car les projets de coopération décentralisée profitent aux deux partenaires. Ils peuvent aider notamment les collectivités françaises à mettre en œuvre les objectifs de développement durable que les élus locaux doivent désormais intégrer dans la grille de lecture et de redevabilité de leur action et de leur mandat. C'est dans cet esprit que les 3 collectivités territoriales qui vont intervenir dans le cadre du présent webinaire vont vous présenter leurs projets pour vous donner des exemples concrets qui, je l'espère, vous inspireront. Je dois dire que cette méthode qui est de proposer à l'audition ou à la vue des collectivités territoriales des exemples qui sont mis en œuvre par des collectivités, c'est une méthode que nous aimons beaucoup parce que nous pensons qu'elle est porteuse non seulement d'enseignement, mais également d'émulation. Alors, nous avons donc la ville d'Arles, qui sera représentée par Monsieur Denis Thibault et qui va vous présenter son action en direction de l'Algérie et des sites culturels algériens. Nous avons également la ville de Cergy, qui va vous parler de sa coopération avec Porto Novo au Bénin et qui est représentée par Monsieur Luc Rimbaud. Et puis, nous avons Clermont-sur-Oise, qui est représenté par Monsieur Emmanuel Bélanger et qui va vous parler de sa coopération avec le Québec. Donc, grâce aux ateliers et à toutes les informations recueillies, grâce aussi au partage des réseaux auxquels vous aurez procédé tout au long de cette série d'ateliers, enfin grâce à ces exemples concrets qui vont vous être donnés, j'espère que vous aurez envie de présenter des projets dans le cadre des appels à projets de la DECT pour 2022. Notre campagne, en fait, commencera au mois de décembre avec la publication les uns après les autres de nos différents appels à projets. Nous avons un appel à projets généraliste. En 2022, on va ouvrir un appel à projets triennal, donc sur 2022, 2023 et 2024. Nous avons aussi des appels à projets qui concernent les relations avec certains pays bien identifiés, comme le Québec, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Palestine et le Mexique, et je suis sûre que j'en oublie quelques-uns. Et puis, nous avons aussi des appels à projets, par exemple dans le domaine de la jeunesse, où, après tout, il pourrait y avoir également des envies en lien avec la culture. Donc, je vous invite à vous tenir au courant de la publication de ces appels à projets et vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos coordonnées à la DAECT
De cette façon, nous pourrions vous inscrire sur notre liste de diffusion d'informations et du coup, vous seriez assuré de ne rien rater. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et j'espère que les débats seront très animés et conclusifs. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Je me tourne vers Armelle Guillaumard qui a pu nous rejoindre. Peut-être, Armelle, pour lancer l'articulation de la suite de ce webinaire que vous avez préparé. Oui, excusez-moi vraiment de ces problèmes de connexion. Je voulais déjà remercier effectivement l'Institut français de nous avoir proposé de clore cette séquence tournée sur la manière dont les collectivités territoriales aujourd'hui travaillent à l'international en travaillant avec leurs partenaires. Je pense que c'est une belle opportunité de mieux faire connaître le poids des collectivités territoriales dans certaines politiques publiques territoriales, culturelles, partagées avec leurs partenaires. Ça, c'est un premier point. Souligner l'ambassadeur Moreau, effectivement, nous avons quelques exemples au sein des projets qui nous sont déposés à travers quelques exemples très concrets, très pratiques et qui s'inscrivent dans le temps. Et je pense que c'est ça aussi l'élément qui est essentiel, porté par les collectivités territoriales françaises avec leurs partenaires étrangers. Et effectivement, dans ce cadre-là, on se rend bien compte que les politiques publiques d'échange qui sont mises en place avec les partenaires étrangers servent à ce que l'on appelle à une meilleure gouvernance locale ou au développement territorial ou au développement des territoires, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et c'est à ce titre-là que nous avons proposé que 3 collectivités territoriales françaises puissent un petit peu exposer leur méthodologie de travail, leur approche avec leurs partenaires sur différentes thématiques. Et je remercie ces 3 collectivités territoriales que sont l'agglomération de Cergy-Pontoise, la ville d'Arles et différents qui sont des projets certains bien ancrés avec les partenaires, d'autres qui commencent juste au moment de la pandémie. Donc, je pense de résultats effectifs, je pense que c'est intéressant de parler de les partenaires et de voir c'est avec des partenaires des outils là-bas et d'une territoire. Voilà. Encore clair, on donne d'abord donne la parole à l'une des premières collectivités territoriales. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait laquelle? Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence avec Arles? On est prêt. Oui, je partage la présentation. Je propose peut-être que la ville de Clermont-Ferrand commence à présenter. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, j'espère? Alors, Clermont, alors c'est pas Clermont-sur-Oise, c'est Clermont-de-l'Oise, Clermont dans l'Oise. C'est une petite ville de 10 500 habitants, donc autrement dit une toute petite ville. On a moins de 200 agents sur la mairie et on a surtout personne dédié à la coopération décentralisée sur une petite commune comme celle-ci, vous vous en doutez.
On a un service culturel qui est embryonnaire puisqu'il a débuté sur ce mandat par volonté politique. Et donc, je suis moi l'élu culture et patrimoine justement pour la ville de Clermont. Alors par contre, la ville au cours des derniers mandats et des dernières années est un soutien indéfectible du tissu associatif local et parmi lesquels existe l'association Diaphane. Donc Fred Boucher, que vous devez voir aussi à l'écran et qui va pouvoir compléter évidemment ce que je vais dire. Cette association, elle est devenue au fil du temps un pôle photographique à l'échelle de la région Hauts-de-France, dont nous faisons partie depuis quelque temps. Et donc nous hébergeons ce pôle photographique dans notre ville et nous le soutenons également dans sa démarche de labellisation en centre d'art contemporain d'intérêt national. C'est donc une démarche qui est en cours actuellement. Avec une caractéristique propre qui est de ne pas être attaché à un lieu particulier et précis, comme en général le sont les centres d'art contemporain, mais qui a un rayonnement en fait sur tout le territoire des Hauts-de-France. Et c'est à ce titre que la demande de labellisation a été faite pour un centre d'art contemporain d'intérêt national. Alors du coup, c'est à travers cette association Diaphane que la ville de Clermont a pu rejoindre le projet d'échange transatlantique il y a 2 ans avec la Gaspésie au Québec. Et donc, ce projet s'attache à favoriser des développements de partenariats locaux, s'appuie sur une volonté de croiser des disciplines artistiques et aussi non artistiques, notamment avec du développement autour du numérique depuis assez récemment. Donc, concrètement, ça s'est traduit par des résidences croisées d'artistes photographes, d'expositions, bien sûr, qui permettent l'exploration et la diffusion d'artistes au niveau international dans le domaine de la photo. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, ce qui est intéressant pour nous en tant que collectivité territoriale, c'est qu'au fur et à mesure des échanges qui se construisent maintenant depuis à peu près 2 ans avec la Gaspésie, bien, ça pourrait être tout à fait intéressant d'envisager d'autres domaines même que la culture. On pourrait travailler sur des aspects autour de la santé, de la jeunesse. Il y a tout un tas d'autres domaines qui pourraient être envisagés. Et que voilà, l'appui de cette délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, pour nous, c'est très précieux parce que ça nous permet d'encadrer, d'encourager les échanges. Ça nous permet d'avoir un retour d'expérience qui nous permet de construire encore davantage de projets communs. Ça nous permet de diversifier donc les projets, ce que je viens de dire. Et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est que ça s'inscrive dans la durée, parce que des politiques de coopération, ça ne peut s'évaluer que sur du long terme. En fait, on peut pas au bout d'1 an ou 2 ans voir si c'est forcément bien de démarrer quelque chose, mais il faut laisser les choses s'installer dans la durée pour pouvoir vraiment et véritablement mesurer leur impact. Voilà, donc bon, ça, je vous fais une présentation un petit peu générale du projet. Après, je vais laisser la parole à Fred, puisque lui, il va pouvoir vous dire exactement plus précisément ce que le pôle photographique a fait ces dernières années, notamment avec la Gaspésie. Et je crois qu'il y a un petit partage d'écran qu'on va pouvoir vous faire pour vous montrer quelques photos, justement, présentant ces résidences croisées. Voilà. Fred, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, effectivement, Diaphane et Pôle photographique des Hauts-de-France a entamé une collaboration avec la Gaspésie depuis 6 ans. C'est d'une volonté et une rencontre avec le directeur du festival des rencontres internationales de Gaspésie. Alors la Gaspésie, pour situer la Gaspésie, c'est au nord de Québec, c'est tout en haut de Québec. Et ce que propose ce festival de photographie, c'est une déambulation à travers un certain nombre de villes qui sont situées dans ce territoire de la Gaspésie sur une période de 3 mois à partir du mois de juillet jusque fin septembre. Et cette rencontre entre nos 2 festivals, puisque effectivement Diaphane est un pôle photographique, mais pilote un festival qui s'appelle les Photonales. Ce festival existe depuis 18 ans. Et cette rencontre s'est faite entre nos 2 festivals et cette envie de partager à la fois des regards artistiques et de partager des expositions. Alors là, dans le petit diaporama, vous avez quelques images
qui ont été réalisés il y a à peu près 4 ans et qui présentent justement l'installation des expositions sur ces différents territoires. Alors, il y a un point commun entre la Gaspésie et aussi notre région, et c'est ce que a évoqué tout à l'heure Cécile dans sa présentation, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas forcément de lieu définitif, de lieu qui permettent de systématiser les expositions, et nous cherchons à travailler avec différents lieux et de présenter des expositions en extérieur. Donc, c'est ce qui fait le lien avec les rencontres internationales de Gaspésie, qui occupent différents territoires et qui présentent de la photographie dans différents lieux et sous différentes manières. Donc, on a ce point commun entre nous. Ce point commun nous permet de partager des expériences et nous permet aussi d'échanger sur ces autres manières de présenter des images. Alors, la première chose, alors là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des expositions. Une exposition qui est présentée dans le parc naturel qui est tout en haut de la Gaspésie. Donc, ce sont des expositions en extérieur. La photographie a cette capacité de pouvoir être présentée de différentes manières sur différents supports et de ne pas être altérée par les intempéries. Donc, c'est un gros avantage. Et donc, le premier type de coopération, ça a été dans les échanges sur ces expositions. La deuxième phase, ça a été sur des échanges d'expositions, c'est-à-dire que le festival nous propose une exposition et nous lui proposons une exposition et nous installons dans le cadre de notre festival l'exposition et eux font de même. Et la troisième phase, ça a été dans l'accueil d'artistes en résidence. Donc, nous accueillons des artistes en résidence sur une période de 15 jours et en Gaspésie, ils font de même. Et ça permet de construire une mémoire de nos territoires par de nos amis québécois. Et alors, une simple chose, par exemple, la semaine dernière, enfin, le week-end dernier, nous accueillons un photographe québécois qui expose justement à Clermont. Et cette question des échanges est effectivement très importante. Donc, il y a ces 3 volets sur échange d'exposition, accueil d'artistes. Et on finit aussi par la publication, puisqu'on a édité un journal où on avait l'ensemble des résidences croisées sur ces territoires. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça permet la circulation des artistes. Ça, c'est un point important sur nos territoires. Donc, lorsqu'on parle d'une collectivité territoriale qui s'associe à une structure artistique, c'est dans cette capacité à créer des échanges. Donc, à la fois, on permet la visibilité d'artistes québécois sur le territoire français, et dans l'autre sens, on permet la visibilité d'artistes français sur le territoire québécois. Donc ça, c'est vraiment au cœur du dispositif. Et puis, c'est au cœur aussi de pouvoir échanger entre artistes, spectateurs, visiteurs, et de créer du lien entre nos différents pays. On a évoqué, Cécile l'a évoqué, effectivement, que les disciplines se sont aussi étendues à l'art numérique. Alors, on a une résidence qui devait avoir lieu en 2020, qui n'a pas eu lieu en 2020 pour cause de pandémie. Les Québécois n'ont pas pu sortir et peuvent sortir aujourd'hui. Donc, la résidence va effectivement avoir lieu en 2021, fin 2021, et elle s'appuie sur une infrastructure qui est dans la ville de Clermont, qui est un laboratoire numérique qui va permettre à l'artiste québécoise de développer un projet et d'étendre ce projet qu'elle a commencé au Québec sur le Fab Lab qui est présent à Clermont. Donc, on a cette idée de mutualiser aussi les ressources et de choisir aussi des artistes en fonction de la capacité d'accueil que l'on peut avoir sur ce territoire. Alors, une collectivité territoriale, pour nous, c'est très important, comme l'a dit Cécile tout à l'heure. C'est un appui logistique, c'est un appui sur l'accueil d'artistes. Et donc, ça nous permet aussi d'asseoir l'action de Diaphane sur un territoire bien précis et de permettre aussi d'avoir une mémoire qui se construit par le biais de ces artistes québécois qui viennent sur notre territoire, qui viennent dans la ville.
Alors là, par exemple, sur cette photo, vous avez la photographe Sophie Zénon qui est au centre, habillée d'une chemise blanche et qui exposait ses photographies au milieu d'un territoire indigène québécois, dans une forêt. Donc le principe, ce sont voilà, ce sont des images qui sont un peu présentées un peu partout au niveau de ce territoire de la Gaspésie. Alors, je ne sais pas si je peux rajouter des choses ou si vous avez des questions. Qu'il n'y ait pas de questions du public. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que vous souhaitiez rajouter des éléments supplémentaires. Je pense qu'on a été un peu complet entre Fred et moi. Bon. C'est vrai que c'est des expériences qui sont très riches. Armel, je crois qu'on a une difficulté de son. Alors, ça a coupé. Bon, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, on va peut-être laisser à Armel le temps de se reconnecter. Alors, ce qui est aussi très intéressant, je peux juste continuer un point, c'est que le fait d'accueillir des photographes, des artistes québécois, alors comme ils sont intégrés dans un festival, ça leur permet d'une part d'avoir une vision sur les autres artistes qui sont présentés dans la programmation. Et pour le directeur artistique ou moi-même quand je vais au Québec, c'est aussi une grande opportunité de voir des travaux photographiques et donc qui est une forme de synergie et de facilité sur les relations entre les artistes et faire venir aussi des travaux photographiques et des œuvres. Et par rapport au Québec, je sais que les Québécois sont très attentifs sur la circulation des artistes québécois en France, sur le regard qu'on peut porter sur la photographie. Et j'ai oublié d'ajouter un point très important, c'est qu'il y a aussi la question du livre photographique. Et donc, au cœur du projet, il y a le livre photographique est un support qui est extrêmement développé au Québec. Et ils sont très attentifs sur le fait qu'ils puissent aussi présenter ces livres photographiques en France et d'avoir cette visibilité. Et on s'aperçoit que ces accords, ces relations sont une vraie transmission entre nos artistes. Il y a des artistes qui se rencontrent aussi et qui sont invités à venir. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et le rapport à la collectivité, et Cécile l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la culture peut être au cœur et initier des premières relations. Et effectivement, après, on peut développer d'autres projets et s'emparer déjà des relations existantes pour qu'il y ait des choses qui se développent dans le cadre de jumelage ou autres actions. Mais on voit bien que, et vous avez évoqué la question de la durée. La durée est absolument essentielle. Sur ce genre de projet, on ne peut pas travailler sur 2 ans, non, il faut qu'il y ait de la durée. Et la grosse difficulté aussi, c'est que ce soit des projets qui durent, qui existent dans la durée. Puisqu'il y a aussi des renouvellements, ce sont des projets qui parfois durent 2 ans ou 3 ans, que l'on doit renouveler par des dossiers. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qui doit être pris en considération, c'est-à-dire que voilà, comment les choses se construisent. Elles ne se décrètent pas, elles se construisent, et elles se construisent par des
individualités qui se retrouvent, qui ont envie de faire des choses ensemble. Et c'est ça aussi qui est formidable dans ces relations internationales. Et si je peux me permettre d'ajouter, c'est l'aspect, voilà, il y a plusieurs écosystèmes, si on peut le dire comme ça, qui sont en même temps concernés et impliqués dans ces projets-là. Ce qui renforce vraisemblablement également, j'imagine, l'ancrage voilà, du lien tel que vous le mentionnez. Alors, peut-être Armelle, souhaitez-vous reprendre la parole pour continuer le déroulé ? Alors. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion, donc je vais peut-être me permettre de reprendre un peu le fil, en espérant que ça ne viendra pas contrarier un ordre préétabli, mais je crois que voilà, peut-être pouvons-nous écouter l'avis d'Arles et de son propre projet. Bonjour. Denis Thibault, je suis chargé des projets de coopération. Donc, la ville d'Arles, une ville d'environ 55 000 habitants, pas de service coopération, mais un chargé de projet. Donc, jusqu'à maintenant, la ville initie les projets et avec d'autres institutionnels impliqués dans 2 zones géographiques. Europe de l'Est, où on a une coopération depuis 10 ans avec la ville de Niš en Serbie, et autour du bassin méditerranéen, plus récemment, puisqu'on a commencé en 2019. Donc, du coup, le projet qu'on vous présente, c'est REVISCA. Donc, REVISCA, c'est l'acronyme de revitalisation des sites culturels algériens. 2 axes forts dans ce projet. Donc, il s'agit d'appuyer l'OGEBC, qui est en fait un établissement public du ministère de la Culture algérien, pour élaborer 4 plans de gestion de 4 sites. L'Algérie a 7 sites inscrits au patrimoine mondial. Et pourquoi cet axe fort-là? Parce que depuis 2008, toute candidature à l'UNESCO doit être accompagnée d'un plan de gestion et tous les biens inscrits avant 2008 doivent rattraper leur retard. Donc, l'Algérie rattrape son retard, mais il faut savoir qu'autour du bassin méditerranéen et ailleurs dans le monde, on est tous très en retard. Et ensuite, donc, le deuxième axe fort, c'est les formations pour renforcer les compétences des gestionnaires, puisque c'est eux qui vont, à travers leur travail, nourrir le plan de gestion. Donc, ensuite, effectivement, il y a 4 images pour vous donner une idée des 4 sites. Donc là, c'est la ville musulmane fortifiée du Moyen-Âge de la Kalat Beni Hammad. Donc, c'est une des plus grandes de l'époque médiévale. Ensuite, donc vous avez là Timgad, qui est en fait une cité antique et qui est un parfait exemple d'urbanisme romain totalement conservé. Ensuite, une photo du site de Djemila, où là, on a une ville en fait romaine qui s'est adaptée à un site montagneux, avec aussi un ensemble architectural remarquable, ce qui en fait sa valeur universelle exceptionnelle. Et en fait, enfin, le 4e site, donc on est sur Tipaza, c'est un parc archéologique. Il y a 2 parcs, le parc ouest qui est celui de la ville, et le parc est qui est celui du cimetière. Et donc, sa valeur universelle exceptionnelle, ça tient surtout au fait que Tipaza est le témoin en fait, des contacts des civilisations entre le 6e avant et le 6e après. Donc, avec des vestiges phéniciens, romains, paléochrétiens et byzantins. Un mot voilà, sur les partenariats. Donc, ce projet est construit en 2 phases. La première phase, je vous le disais, donc élaboration des plans de gestion et formation des gestionnaires. Donc, la ville d'Arles est le chef de file. On a des partenaires associés qui sont la région et le Pont du Gard. Côté algérien, c'est le GEBC qui est chef de file. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a donc le ministère de la Culture algérien et avec eux un établissement public qui ont sollicité des collectivités territoriales parce qu'ils ont estimé qu'en fait, les collectivités étaient plus proches
du terrain et à même de répondre à leurs besoins. Et en fait, la deuxième particularité aussi de ce partenariat avec la région Sud, normalement, on les sollicite, on fait une demande de subvention, ils nous donnent une subvention et on leur fait un bilan à la fin. Là, c'est pas du tout le cas. On a une convention de partenariat où la région nous amène en fait son service de coopération et sa méthodologie. Donc la deuxième phase, donc là on est sur une phase de développement et de transfert de compétences, donc on est beaucoup plus sur du développement économique, donc la région Sud deviendra le chef de file, et Arles sera partenaire associé au même titre que de nouveaux partenaires, donc dans le COPAM, donc Zineb vous en parlera dès que j'aurai fini, qui lui est aussi autour de la coopération autour du patrimoine, mais à la taille XXL, et qui amène tout un réseau de partenaires comme la ville de Nice ou Aix-Marseille Université. Donc ensuite, alors ce qu'on a fait au niveau de Revisca dans sa première phase, donc on a travaillé sur une méthodologie avec l'ensemble des gestionnaires de sites. On a défini que Tipasa était le site pilote parce que il rassemble toutes les problématiques que peuvent rassembler les autres sites et en plus les problèmes urbains puisqu'il y a une pression urbaine très forte. On travaille aussi pour la mise en œuvre des comités de pilotage, parce que c'est eux qui vont en fait piloter l'écriture des plans de gestion. Et je vous ai mis en fait en dessous les 4 chapitres sur lesquels on travaille, puisqu'un plan de gestion, ça identifie un bien, ça parle aussi des moyens qui sont mis en œuvre, ça fait le constat sur l'état d'avancement et ça décrit le projet pour les 5 ou 10 ans à venir. Donc ça, c'est vraiment le travail en perspective. Ensuite, donc, toujours dans la première phase, la formation autour des gestionnaires des biens, parce que l'Algérie gère en centrale et il fallait quand même une approche commune qui soit partagée par tous les gestionnaires de sites, puisqu'on travaille avec 4 wilayas. Et le but, c'est effectivement de donner les outils, de donner les armes aux gestionnaires de biens pour pouvoir écrire les plans de gestion et renforcer leurs compétences. Et pour vous donner un ordre d'idée, le travail qui est mis en œuvre, si on prend l'exemple de Tipasa avec l'identification du bien, l'analyse critique qui a été faite par Aix-Marseille Université et la Maison des sciences de l'homme, donc leurs archéologues, ça a été d'amener à la réflexion que Tipasa aujourd'hui est inscrit à la fois les 2 parcs plus un tombeau humide. Et finalement, la conclusion qui s'annonce, c'est que ce tombeau humide, en fait, c'est pas cohérent de l'inscrire avec ce bien-là. Et donc, l'Algérie se tournerait plutôt vers un bien en série. Ensuite, juste une présentation sur une forme chronologique, c'est pour vous montrer que ce projet est très jeune, il a commencé en 2019. Malgré la crise du Covid, il a beaucoup avancé sur un temps très court. Aussi, malgré quand même 3 changements de ministre de la Culture. Donc, il y a une volonté forte et permanente d'avancer sur ce projet-là. Donc, nous, sur le terrain, on a fait un travail de visite d'études pour pouvoir faire une analyse critique de la situation dans chaque un des biens. Et ensuite, donc, on a, je vous le disais, choisi Tipasa comme site pilote et commencé à mettre en place les commissions. Par contre, sur l'aspect formation des gestionnaires, donc ça, c'est des formations qui vont être dispensées à partir de mi-novembre pour pouvoir préparer donc les commissions, l'identification du bien, tout le travail en fait qui permet de rédiger le plan de gestion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à venir. Et par contre, c'est COPAM qui est notre nouveau partenaire qui va piloter cette partie-là. Enfin, rapidement, la phase 1, elle sera réussie effectivement si on crée une dynamique pour une approche commune. Donc ça, c'est le cas au niveau des institutions et du ministère. C'est pas encore fait par rapport à la société civile. Donc ça, c'est vraiment en devenir. Ensuite, les plans de gestion, c'est impossible d'écrire un plan de gestion en 3 ans, donc en 4, c'est carrément infaisable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rédiger le sommaire du plan de gestion, de pouvoir connaître son contenu, même s'il n'est pas écrit. Et ça, c'est les formations avec les gestionnaires qui vont permettre de connaître le contenu.
Et enfin, on va rédiger donc la feuille de route de TIPADA, c'est-à-dire quel est le programme. Si vous voulez, je vais vous montrer rapidement un exemple. Alors, je vous le montre à l'écran comme ça, mais voilà, vous avez le plan de gestion, par exemple, d'Arles. Donc, c'est un pavé de 250 pages. Et puis, vous avez le plan d'action pluriannuel, où là, on est sur 5 ans. Et c'est cette feuille de route-là qu'on veut écrire sur le site de TIPADA. Pour finir sur le projet, je vous parle rapidement de la phase 2, donc celle où la région va prendre le leadership. Donc là, on est sur une étude à partir du travail qu'on a fait sur la phase 1 pour voir tous les chantiers qu'on pourra lancer, toutes les actions concrètes qu'on va mettre en place. Donc moi, j'en ai fini avec la présentation. Je passe la parole à Zineb qui va vous parler du COPAM. Merci. Est-ce que je suis toujours en partage? Vous voyez toujours mon écran? Ok. C'est bon, c'est parti? Alors, le COPAM, déjà pourquoi j'interviens aujourd'hui, notamment parce qu'on travaille, comme vous l'avez entendu, dans le cadre de Revisca, mais aussi parce que les mécanismes d'action, les thématiques, les cadres d'intervention, les modes opératoires liés à la coopération décentralisée sont véritablement au cœur de l'initiative COPAM. Très brièvement, je ne prends pas beaucoup de temps puisque on travaille avec des collectivités territoriales, mais le COPAM n'en est pas une. Le COPAM, c'est pour co-développer le patrimoine mondial en Méditerranée. On est plus communément connu sous le nom Conservatoire du patrimoine mondial en Méditerranée. Comme vous le voyez, on maîtrise sacrément bien notre communication. Et donc, c'est né dans le sillage du sommet des Deux Rives, à Marseille en 2019. Et c'est un projet, à l'époque c'était un peu une idée, pas encore un projet, qui a été sélectionné par les 10 ministres des affaires, de la culture des 10 pays du dialogue 5+5, donc sur le pourtour méditerranéen. C'est parti d'un constat très simple, qui est celui d'un besoin véritablement criant de travailler collectivement sur le patrimoine mondial en Méditerranée. C'est une initiative d'intérêt général qui est née en avril sous la forme associative et qui est dans la perspective d'évoluer vers une fondation. Mais pour commencer à travailler très vite et le plus simplement possible, la structure légale choisie a été celle de l'association Loi 1901. L'objectif, c'est d'impacter durablement les territoires, d'utiliser le patrimoine mondial comme un instrument et non plus comme un objectif seulement, mais comme un instrument. Donc, utiliser les outils légaux, les outils techniques, les mécanismes d'intervention qui sont intrinsèques aux conventions UNESCO et aux chartes de préservation du patrimoine, qui sont très puissants, qui sont très bien structurés, en les combinant avec les axes d'action de la coopération décentralisée, la coopération internationale et en l'occurrence ici la coopération méditerranéenne, obtenir des résultats visibles à moyen terme, concrets, palpables sur les territoires d'un point de vue économique, social, environnemental. Ce qui veut dire qu'en fait, alors je finis juste sur comment on est constitué rapidement. Donc, pour l'instant, l'équipe opérationnelle est assez limitée. C'est un peu classique quand une structure démarre, mais elle est déjà très diversifiée. Alors, il y a des compétences plutôt sur la stratégie, sur la gestion de projet, la coordination, sur l'expertise patrimoniale, l'animation de réseau patrimonial, etc. Mais surtout, ce qui est important dans le COPAM, c'est que c'est un réseau. Et que c'est allé très vite, vous le verrez à la fin de cette présentation, c'est allé assez vite en termes de membres fondateurs et de partenaires convaincus de la démarche, puisqu'on en est déjà à une quarantaine de membres fondateurs sur 8 pays, et qui représentent beaucoup de mondes différents. On a effectivement, Denis en a parlé, le volet plutôt scientifique et de recherche avec Aix-Marseille Université, donc là je vous cite les membres fondateurs, l'Université de Florence, des établissements de recherche, les ICOMOS, donc la ICOMOS Maroc, ICOMOS France et ICOMOS Espagne, des laboratoires comme la MMSH, la 3M, etc. Une véritable présence de la volonté politique,
des ministères comme le ministère de la Culture en Algérie, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France avec la DIMED, qui ont été l'un des premiers soutiens du COPAM, surtout des collectivités territoriales comme la région Sud, la région Tanger-Tétouan, Al-Hoceima au Maroc, la région Basilicata en Italie, la ville de Marseille, d'Arles, de Nice, de Mertola au Portugal, de Birgou à Malte, d'Elgem en Tunisie, etc. Et surtout des personnalités qualifiées et des représentants de la société civile, puisque l'objectif du COPAM est surtout d'écouter les populations et d'agir en fonction, avant tout, du besoin local. Et c'est en ce sens une valeur véritablement représentative de l'ADN du COPAM qui est celle de toujours intervenir dans un esprit de collaboration participative, inclusif pour les populations et toujours en impliquant plusieurs collectivités. Et là, on est dans le cœur de la coopération décentralisée, puisque lorsqu'on agit sur un territoire, donc imaginons qu'on agit sur un site en Algérie, l'action ne concerne absolument pas en bilatéral que le COPAM comme un bureau d'études ou un prestataire et le territoire en question, mais sont partie prenante de toutes nos actions plusieurs territoires. Donc, sur l'exemple de Tipaza, je vais passer pour que vous voyez un petit peu. On a 3 projets pilotes, on a lancé 3 projets pilotes très vite pour pouvoir tirer des bonnes pratiques de ces expérimentations. Aujourd'hui, on lance d'autres projets, mais commençons déjà à parler de ces 3 projets-là. Tipaza, Denis en a parlé, on a touché un petit peu un mot et a présenté quelques photos. Donc effectivement, c'est on intervient sur la valorisation du site archéologique de Tipaza qui est inscrit et qui a besoin d'établir son plan de gestion. Mais sur Tipaza, beaucoup de partenaires sont impliqués, d'Italie, des partenaires français, l'AMU, et c'est en train de s'élargir. Sur la revitalisation de la médina de Sfax, qui est en Tunisie, on est sur un partenariat public-privé. Là aussi, c'est un volet important de l'intervention COPAM. Et en termes de collectivité, on a au moins 4 ou 5 pays sur le pourtour méditerranéen qui sont impliqués. Le plus emblématique à la rigueur de la coopération en ce moment décentralisée qui a bien démarré à ce niveau-là, c'est les ribats. Les ribats, ce sont des complexes fortifiés du IXe siècle et qui ont de grandes similarités. On s'est aperçu il n'y a pas très longtemps qu'ils ont de grandes similarités entre les différents sites en Italie, en Tunisie, en France, au Maroc, en Algérie, en Libye probablement, et ainsi de suite. Très probablement sur tout le pourtour méditerranéen. Donc c'est un peu un collier de perles, un peu éparpillé autour de la Méditerranée, qui va représenter un peu les mêmes biens, qui ont les mêmes typologies, les mêmes caractéristiques, qui ont eu les mêmes usages à travers les différentes époques, et qui pourraient participer de manière conjointe, collectivement sur tous les pays, à une inscription au patrimoine mondial UNESCO d'un bien en série. Donc, chaque pays travaillerait localement sur son bien et mettrait à profit en collaboration toutes les bonnes pratiques et les méthodologies, etc. Donc, le COPAM se place au centre de tout cet écosystème. Vous voyez là quelques chiffres, ce n'est pas le but principal de la présentation, c'est au cas où il y ait des bailleurs cachés quelque part entre les participants. Non, c'est plus sérieusement pour donner un peu un regard sur l'ampleur et sur l'ambition du projet. On est sur un minimum de 400 sites repérés en Méditerranée qui ont besoin. Soit ce sont des sites en péril, soit ce sont des sites qui ne sont pas inscrits ou qui sont seulement inscrits sur cette liste indicative ou qui ont besoin d'une révision de leur plan de gestion. Là où le COPAM arrive avec une technique qui est un peu innovante, c'est qu'on utilise le plan de gestion au cœur du mécanisme d'intervention du COPAM comme le véritable instrument d'impacter, de prévoir sur 5-6 années la manière dont vont être dédiés les fonds à des travaux socialement durables, à la réhabilitation au profit des populations locales avant tout, etc. Donc, le COPAM diagnostique, inscrit, restaure, prototype, déploie, ça ce sont un peu les termes techniques, mais au-delà de ça, impacte les territoires de manière durable. Très brièvement, en fait, le COPAM se positionne, il y a 3 positionnements différents d'intervention. Le COPAM est chef de file, ce qu'on n'arrivera pas à faire sur 2021-2022 parce qu'on vient de se créer. On a tout intérêt à se positionner en partenaire. Pourquoi ? Parce que quand on répond à un appel à projet, surtout pour les gros bailleurs, l'Union européenne, etc., y compris la DAECT aussi, il y a des prérequis administratifs d'années d'existence, d'exigences en fonds propres, etc., qui ne sont pas adaptés à une structure naissante. Donc, dans un premier temps, on se positionne plus en tant que partenaire et en tant que prestataire.
mais à terme, on devrait avoir 50% de projets en chef de file. On travaille déjà sur la conception de projets en chef de file sur la Libye, sur la Tunisie, sur la Mauritanie et sur l'Italie. Voilà, juste quelques-uns de nos partenaires pour prendre un peu conscience de la diversité du réseau et aussi de sa puissance, sa force de frappe en fait sur les projets. Donc là, vous voyez quelques collectivités comme Birgou, comme la région Basilicata, la ville d'Arles, de Nice, comme des villes marocaines ou tunisiennes, qui sont elles-mêmes combinées avec d'autres compétences très pointues sur l'expertise patrimoniale ou sur la recherche ou sur les questions environnementales, etc. Voilà, c'était simplement pour vous donner un petit aperçu de cette initiative qui est à la fois dans le sillage du Sommet des Deux Rives et à la fois extrêmement arlésienne et très liée au projet Revisca qui a été présenté par Denis juste avant. Voilà, je vous redonne la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Je vais arrêter Désolée, le partage d'écran. Je souhaiterais que Denis Thibault revienne en fait sur l'aspect territoire. Alors, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de voir comment un territoire, avec ses spécificités, avec ses politiques publiques qu'il met en place, met en place une coopération décentralisée, là, en l'occurrence, dans le secteur de on va dire, la valorisation du patrimoine culturel, mais à des fins aussi d'échanges entre services techniques, certainement entre Arles et ses partenaires étrangers, et aussi pour subvenir, enfin pour répondre aussi aux besoins de la population, de la collectivité territoriale partenaire. Je pense que ça serait bien, Denis, si vous pouviez rajouter en 4-5 phrases, on a un petit peu de temps, ces éléments-là et montrer aussi quelle expertise territoriale vous mettez en œuvre dans les projets que la ville d'Arles soutient. Merci. Oui, donc effectivement, pour aller un peu dans le détail, on est sur un partenariat entre plusieurs administrations au niveau de l'Algérie, à la fois donc le GEBC, comme j'en ai parlé, mais aussi le CNRA, donc qui s'occupe le service le centre d'archéologie. L'idée, c'est effectivement de travailler, quand on prend l'exemple du site de Tipaza, c'est que on s'est aperçu quand on a visité le site qu'on avait notamment en fait, les habitants qui venaient beaucoup sur le site, mais parce qu'ils le traversaient pour aller à la plage, alors qu'ils ne connaissaient pas le site culturel en lui-même. Et donc l'idée, c'était aussi à travers le plan de gestion qu'on écrit pour Tipaza et le projet culturel et scientifique, puisque il y a aussi une problématique de musée de site, c'était de voir comment ce site-là, et donc à travers son musée de site, on pouvait en faire un lieu de rencontre à la fois où les scientifiques se rencontraient parce que quand les différents scientifiques se rencontrent, ça crée de nouvelles idées, mais aussi on avait rencontré aussi des jeunes qui étaient diplômés et qui avaient eux par contre de vraies connaissances sur le site et qui étaient capables de faire des visites guidées, mais toutes ces personnes ne s'étaient pas rencontrées. Donc l'idée, c'était aussi que ce centre d'accueil au niveau de Tipaza, ça devienne quelque chose de très ouvert sur la ville pour les habitants, pour multiplier les rencontres et aussi pour mettre en lien les besoins de l'EGBC en matière de gestion. Je prenais l'exemple des visites guidées, mais aussi donc les jeunes qui étaient en compétence pour assurer ces visites. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je crois qu'Armel a disparu. Oui, effectivement, il semble qu'il y ait encore des petites difficultés de connexion. Je suis là. Ah, voilà. Je suis là. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de voir ce lien avec l'expertise territoriale dans vos collectivités et dans les services directs ou au sein des opérateurs, des partenaires institutionnels les plus proches que vous pouvez avoir. Dans ce cadre-là, effectivement, et je ne sais pas si Monsieur Thibault, vous avez fini
ce que vous souhaitiez dire ou après, on peut passer la main au directeur des relations internationales de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Luc Rimbaud. J'ai fini. C'est bon? Ok. On va passer la main à Luc Rimbaud, qui est donc le directeur des relations internationales de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et là, nous allons aller à Porto Novo, au Bénin, sur un projet qui est inscrit dans le temps, qui est soutenu par la DAECT, comme les deux autres, dans le cadre de l'appel à projet dit généraliste, et qui trouve aujourd'hui je dirais pas une fin, mais une continuité extrêmement intéressante en termes d'attractivité du territoire de Porto Novo, d'échanges entre jeunes, de formation, et ça montre qu'en portant des idées qui sont innovantes et riches, on peut aussi intéresser et beaucoup intéresser de nombreux bailleurs, notamment des bailleurs internationaux. Je te laisse la parole, Luc. Merci Armelle, bonjour à tous. Effectivement, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est en coopération avec Porto Novo depuis 1995. Au cours de toutes ces années et actuellement, il y a évidemment beaucoup de thèmes de coopération qui ont été abordés, beaucoup de projets. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de projets qui se sont effectivement imbriqués, qui se continuent, sur le thème du patrimoine, du tourisme, et puis qui a débouché sur tout un projet intéressant sur les nouvelles technologies. C'est un projet qui est engagé depuis 7 ans. Aujourd'hui, on a commencé en 2014. Les deux collectivités partenaires ont décidé de travailler sur un patrimoine très particulier qui sont des petites places traditionnelles qui se trouvent dans la ville. Ce sont des places à caractère vaudou pour la plupart d'entre elles et qui évidemment sont dans le tissu ancien de Porto Novo. Il y en a environ une soixantaine, ce qui est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces places correspondent à chaque fois à l'arrivée d'une communauté, d'une collectivité familiale, celles qui ont construit au fur et à mesure des siècles la ville de Porto Novo. Et à chaque fois, les collectivités emmenaient avec elles leur divinité, leur créer un temple, un couvent, comme on dit là-bas, et autour de ce couvent s'organisent ces petites places qui donc structurent complètement la ville ancienne. On parle d'ailleurs à ce sujet, parce qu'un certain nombre de scientifiques se sont intéressés à ce projet depuis, de matrice, d'organisation spatiale et symbolique de la ville historique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà, bien sûr, du patrimoine culturel que ça représente, traditionnel, ce sont aussi de formidables lieux intercommunautaires et interreligieux, parce que vous trouvez aussi bien donc le couvent vaudou qui est à l'origine de la place qu'une mosquée, que les chrétiens célestes, etc. Et puis, ce sont des lieux de proximité, c'est-à-dire au cœur des quartiers anciens, très souvent des places qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile. Vous avez toute une vie de quartier, de convivialité qui est là. C'est là où on va fêter les funérailles. C'est là où les jeunes ferment la place le soir pour jouer au foot. Ce sont vraiment des lieux. Et puis, il y a tout un petit commerce informel qui se crée là. Donc, du point de vue de la sociabilité, ce sont des lieux extrêmement intéressants de mixité urbaine qui révèlent d'ailleurs une cohabitation tout à fait amusante quelquefois entre croyances et culture traditionnelle, et puis des choses beaucoup, beaucoup plus contemporaines. Alors, ce patrimoine, il a bien sûr un très grand intérêt sur le plan de la culture, sur le plan de le tourisme, parce que en allant sur ces places, on peut découvrir la culture vaudou et l'art de vivre qu'elle représente, parce qu'il s'agit vraiment d'un art de vivre très particulier. Aujourd'hui, nous avons réhabilité une dizaine de places. Nos collègues de la métropole de Lyon nous ont rejoints cette année. Et bien évidemment, autour de ce projet s'est posé assez rapidement une question de communication. Comment communiquer? Comment réussir Oui, j'ai leur fin, moi.
faire connaître ce patrimoine, comment le rendre accessible à des gens qui sont loin, donc à une échelle locale bien sûr, mais aussi nationale et internationale. Et c'est là que nous avons développé un autre projet qui est plutôt sur celui de la communication et de la formation, puisque sur nos deux territoires, nous sommes bien sur une coopération de territoire à territoire. Nous avons deux associations qui sont entrées en contact, que nous avons fait travailler ensemble sur ce projet, et qui ont décidé en 2017 de créer un centre multimédia à Porto Novo, comme il en existe déjà un pour l'association française en France. Donc, vraiment des centres multimédia miroirs. Le but de ce centre multimédia, c'est de former les jeunes et les artistes qui ont une grande place à Porto Novo sur tout ce qui est, bien évidemment, communication, valorisation du patrimoine sous toutes les formes. Alors effectivement, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la réhabilitation de ces places, et c'est très important du point de vue méthodologie, se fait uniquement de manière participative et inclusive, au-delà des mots un peu galvaudés aujourd'hui, mais c'est à peu près 6 mois de préparation avec les familles, les collectivités, les dignitaires religieux. Pour rénover ces places, ce sont les artisans qui viennent, c'est les habitants des places qui participent, et puis beaucoup d'artistes. Le Bénin est très riche en artistes plasticiens qui interviennent également. Vous verrez, je vais vous montrer quelques photos rapidement, pour créer des fresques sur ces places, etc. Donc, en termes de communication, en 2017, l'idée de créer un centre multimédia, les premiers pas, des échanges entre jeunes des deux territoires, avec ces deux centres, le français et le centre porto-novien. Et là, il s'agit de formation à la vidéo, à la création de sites web et à la post-production d'images de manière générale. En 2019, changement d'échelle, grâce à la DAECT, donc on répond à l'appel à projet annuel. Et là, l'idée, c'est de dire, dans cette communication qui est faite qui a comme support cette réhabilitation de places traditionnelles vaudou, essayons d'aller plus loin et de monter en compétence ce centre multimédia. Et donc, là, il y a eu un projet qui a été monté, qui est de l'ordre de 140 000 € au total. La DAECT a apporté 56 000 €. Et là, le but était de créer toujours des vidéos, des films de qualité, des documents en support papier aussi de grande qualité pour les touristes, pour les chercheurs, les étudiants, mais aussi un site web qui présente aujourd'hui des visites virtuelles interactives en ligne. Et je mettrai sur le chat tout à l'heure l'adresse web pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui sur la planète peut, par ce site, faire sa visite qu'il commande lui-même sur plusieurs places et avoir une projection de film sur un rite religieux, une explication sur telle architecture, un élément d'architectural, etc. Donc ça a vraiment été une étape extrêmement importante, avec de l'acquisition de matériel complémentaire, bien sûr, des jeunes qui se sont groupés à la fois donc de France et du Bénin pour travailler sur ces thématiques. Et nos deux associations partenaires, donc là jusqu'à présent on travaillait vraiment avec comme chef de file les collectivités. Nos deux partenaires ont souhaité, deux associations, donc ont souhaité répondre à un appel à projet de la délégation de l'Union européenne qui s'adressait donc aux organisations de la société civile et qui portait sur l'insertion économique et le renforcement des capacités des jeunes. Et alors nous-mêmes, nous intervenons, nous collectivités, nous intervenons en partenaire avec un soutien financier du même ordre que ce que l'on mettait sur les projets précédents.
Mais le projet est ambitieux, il est important, il a pu être signé en mars 2020. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de créer un centre de formation, vraiment d'avoir des formations pour former des jeunes béninois, d'une part on retrouve la production visuelle dans le multimédia sous toutes les formes, création de sites web, réalisation de films avec montage, etc., la création de tout ce qui peut être plaquettes, etc. Une formation à l'entrepreneuriat aussi. Ces formations sont réalisées par des formateurs béninois, des formateurs français qui viennent d'ici régulièrement, dans des domaines extrêmement variés et complets qui ont beaucoup de synergie entre eux. Les formations sont importantes puisqu'elles durent 6 mois. Les étudiants, il y a 10 étudiants, 5 hommes, 5 femmes, et les 10 étudiants sont rémunérés pendant leur formation, apprennent toutes les technologies aujourd'hui les plus en pointe sur ce sujet, et puis à la fin de leur formation, à la remise du diplôme, ils reçoivent un ordinateur qui leur permet d'avoir des performances multimédia de haut niveau pour pouvoir justement continuer et amorcer le projet d'entreprise que la plupart d'entre eux font. C'est de l'ordre de 9 sur 10. Aujourd'hui, on en est à la 3e promotion qui est en cours. Donc le projet va durer jusqu'à 2023, deuxième semestre 2023. Et pour vous montrer donc aussi l'importance du projet, le financement de la délégation de l'Union européenne est très important puisqu'il s'agit de 500 000 euros. Et 500 000 euros, évidemment, c'est très important, surtout pour des associations. Mais je pense que c'est beaucoup dû aussi à toute l'expérience qui avait été acquise au cours de ces années, parce que c'est quand même 7 ans de collaboration de tous ces acteurs. Ces 2 associations qui sont solides, qui ont développé déjà plusieurs projets et là qui ont souhaité se présenter comme chef de file. Et c'est le partenaire béninois qui est chef de file numéro 1. Voilà. Alors, je vais vous montrer, si ça veut bien passer, juste quelques images pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça peut être qu'une place vaudou. Traditionnelle, il n'y a que quelques photos. Alors, est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui, on voit ton diaporama. Parfait. Donc, voilà une idée de ces petites places une fois réhabilitées, avec les travails de fresques sur les murs, vous voyez. Ce sont souvent des places qui ont de très beaux arbres et des arbres sacrés en particulier. Là, vous avez un certain nombre de petits temples, de niches votives. C'est dans la cour d'un couvent. Alors, ensuite, ici, vous avez justement un de ces arbres. Là, il s'agit d'un iroko revêtu d'un linge blanc parce que c'est une des marques du vaudou dans toute la ville. Ici, vous voyez le type de fresque que font les artistes avec de la pierre sur des murs qui sont de couleur ocre, de couleur latérite. On est à l'intérieur d'un temple. Voilà le type d'activité à l'intérieur des couvents. Donc, les 2 adeptes avec la structure qui leur permet de sortir leur vaudou lors de fêtes exceptionnelles. Voilà un autre temple qui a été décoré, c'est pas le mot, qui a été enrichi par les artistes, avec voilà ce type de représentation. Et puis, surtout ces places, là, on est devant un awanou, c'est-à-dire le portique du couvent. La divinité vient de sortir et ça donne lieu à des fêtes très importantes. Mais à la fois, vous avez, sur ces places qui est très intéressant, c'est que vous avez ce côté de fêtes traditionnelles, de transmission de la mémoire, du patrimoine immatériel, etc. Mais aussi, en temps normal, des lieux de foisonnement avec des myriades d'enfants, de jeux, de petites activités de commerce informel, etc. Et donc, simplement pour vous dire que voilà, d'un projet de patrimoine à petite échelle, ce sont de petites places
nos moyens étaient limités. En 7 ans, nous avons développé quelque chose qui débouche sur vraiment un centre de formation à l'échelle du Bénin, avec des promotions d'une dizaine d'élèves, hein, ce n'est pas considérable, mais surtout une formation de très haut niveau, et des productions tout à fait intéressantes, avec une très belle collaboration entre 2 structures associatives de chaque territoire, évidemment encouragées, accompagnées par les collectivités. Et je vais donc mettre sur le chat l'adresse du site pour que ceux qui le souhaitent puissent éventuellement faire une visite d'une des places Vaudou. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, monsieur Rimbaud, pour nous avoir effectivement exposé ce travail qui s'inscrit comme les 2 autres, hein, dans le temps. On voit bien que l'outil de la coopération décentralisée, c'est d'abord une coopération de collectivité territoriale à collectivité territoriale, de territoire à territoire, qui s'inscrit dans le temps de façon pérenne, souvent pluriannuelle, avec des programmations budgétaires pluriannuelles, et qui, sur ces 3 projets, ont été soutenus par la DAECT dans un premier temps, et puis ensuite ont trouvé leur envol, permettent aussi aux collectivités locales de voir que ces projets culturels permis de renforcer les liens entre acteurs du territoire, entre acteurs associatifs, acteurs culturels, acteurs institutionnels, et donc en fait permettre vraiment au-delà de l'appel à projet qui est annuel ou pluriannuel pour la DAECT, au-delà de ces appels à projets, de construire avec les partenaires, tous les partenaires, des projets viables dans le temps et qui répondent aux besoins des populations, qui répondent aux demandes politiques aussi des partenaires institutionnels étrangers, et qui permettent aussi à nos collectivités territoriales de renforcer leurs liens avec d'autres territoires et d'ouvrir aussi leur population à l'action internationale et à comprendre un peu mieux le monde. Voilà, donc il me semble que ce sont 3 exemples assez différents, même si 2 étaient plus patrimoine, mais on était des patrimoines, de mise en valeur touristique aussi de ces patrimoines, pour et par les populations de manière inclusive. Et je pense qu'effectivement, ce sont 3 exemples qui permettent de voir d'une autre manière l'impact de cette diplomatie de territoire entre collectivités territoriales. Voilà pour ma part ce que je souhaitais indiquer en finale. Je ne sais pas si les partenaires veulent rajouter d'autres choses, ou si Claire, tu souhaites d'autres éléments. Si je peux me permettre, il y a un point que j'ai oublié de citer, qui est tout à fait essentiel vu le contexte dans lequel cette intervention se fait, c'est qu'une des premières expériences sur les places qui a été faite était à l'initiative de l'Institut français de Paris. Ça date de 2012-2013. Il s'agissait d'un projet qui se passait dans plusieurs villes africaines. Il y avait N'Djamena, il y avait une ville au Maroc, et puis il y avait donc Porto Novo. Là, le thème, c'était manger dans la rue, le thème qui avait été développé par Franck Ndegla à l'époque. Et comme sur ces places traditionnelles, il y a cette dimension de commerce informel, notamment des bonnes dames, comme ils disent là-bas, qui proposent de la nourriture le midi et à tous les passants, etc. En fait, nous nous sommes beaucoup inspirés de cette première expérience pour développer après un projet sur l'ensemble des places vaudou de la capitale du Bénin. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'au point de départ, il y a eu aussi cette expérience de l'Institut français qui avait été très réussie et très appréciée. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent rajouter un peu de... J'avais en fait une question par rapport aux places vaudou, savoir si c'était un patrimoine immatériel qui était inscrit au patrimoine mondial ou pas. Il n'y a pas d'inscription pour au patrimoine mondial
de Porto-Novo. C'est un projet comment dire, de longue haleine, hein, qui n'a pas abouti pour le moment. Peut-être aussi parce que Porto-Novo a plusieurs possibilités. Il y a à la fois le souhait de s'inscrire, j'évoque des sujets qui ont été abordés par nos amis de Porto-Novo, ce n'est pas à moi de parler à leur place, hein, bien sûr, mais je sais qu'il y a eu toute une thématique sur la route de l'esclave, parce que Porto-Novo était une plaque tournante très importante de l'esclavage, comme Ouida, qui était un peu plus loin. Donc il y a eu la volonté de s'inscrire en patrimoine mondial UNESCO sur cette thématique-là. Une autre thématique qui est très présente pour le visiteur qui vient, c'est qu'il y a eu au milieu du fin du première moitié et milieu du 19e siècle, beaucoup d'esclaves affranchis du Brésil qui sont revenus avec une culture évidemment extrêmement imprégnée par la culture portugaise et qui ont créé une architecture tout à fait particulière, qu'on appelle les maisons afro-brésiliennes, la culture Aguda, et qui sont des maisons absolument magnifiques. Donc, qui pourraient aussi faire l'objet d'un travail de ce type. Et puis, cette question des places qui est une autre histoire, qui est la construction même de la ville. Mais effectivement, c'est un sujet récurrent, pour l'instant, qui n'a pas abouti. Personnellement, j'espère évidemment qu'un jour, il y arrivera. Personnellement, j'avais proposé la nouvelle recommandation de l'UNESCO de 2011 qui est sur le concept de paysage urbain historique, qui pourrait être une thématique plus large, qui permet justement de valoriser l'ensemble de ces thématiques et le paysage tout à fait exceptionnel de Porto-Novo, qui est au bord d'une lagune. Le site est très très beau et la ville est restée un peu endormie, donc a conservé un caractère qu'on ne voit plus beaucoup dans de nombreuses villes africaines. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ? Non, bien, dans ce cas-là, voilà, je crois qu'on est arrivé au terme, pardon, de ce webinaire qui était, je dois dire, extrêmement intéressant, et vraiment merci à tous et à toutes d'y avoir participé et surtout de l'avoir nourri avec toutes ces informations. J'avais noté quelques mots voilà, qui me semblaient un peu des mots-clés apparus au fil des interventions, mais je crois que finalement la conclusion d'Armel peut tout à fait servir de conclusion globale à ce webinaire, à cette séquence et à ce qu'on a souhaité voilà, faire apparaître et donner un peu comme information sur tout ce que peut revêtir la coopération décentralisée, depuis le bilatéral jusqu'à voilà, un multipartenarial extrêmement étendu. Et alors, nous mettrons donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les différents supports d'information seront accessibles en ligne en même temps que le replay hein, sur la plateforme. On y rajoutera peut-être également les différents webinaires auxquels Madame Moreau a fait allusion tout à l'heure, qui présentait également, on a fait intervenir des collectivités territoriales pour qu'elles parlent de leur action internationale, alors sans que ce soit forcément uniquement sous le prisme de la coopération décentralisée, mais voilà, il y a eu des prises de parole où elles ont également présenté ce qu'elles cherchaient un peu dans leur action à l'international. Donc on essaiera de faire une page, puisque tout ceci contribue un peu du même élan au bout du compte et de la même dynamique. Voilà, on bâtira une page avec les ressources qui ont été exposées aujourd'hui et puis les ressources précédentes pour que tout ceci vienne s'alimenter mutuellement. Je crois que je vais vous remercier tous voilà, à ce stade pour votre participation, votre présence. Merci beaucoup à la DAECT d'avoir organisé tout ceci, choisi ces exemples qui étaient extrêmement intéressants, je pense. Et
je vous dis à très bientôt, puisque je pense qu'à la suite de cela, voilà, des échanges pourront se poursuivre par ailleurs. Armelle, nous vous laissons le mot de la Merci fin. beaucoup. Non, bah écoutez, je vous remercie tous. Je suis désolée d'avoir eu une connexion très hachée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir continuer à faire circuler l'information entre nous tous de manière la plus ouverte possible sur les enjeux justement de cette coopération culturelle entre territoires qui mène et qui permet à différents acteurs de... Et ce sont des éléments qui doivent être effectivement valorisés par les collectivités territoriales françaises, de quelque niveau que ce soit. Et bon après-midi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.